la distribution de l'alimentation, c'est un des secteurs du système alimentaire qui est très concentré économiquement. Les dépenses d'alimentation des Français sont assurées par 4 centrales d'achat. Et du coup, on comprend bien que ces 4 centrales d'achat ont un pouvoir économique monstre, à la fois en amont et en aval, dans la définition des contrats, des normes, des prix, etc. Et on comprend aussi que du fait de cet oligopole, ils engrangent des gains en fait qui sont assez importants et donc nécessairement ils ont peu d'intérêt à voir évoluer ce système. Le système alimentaire, sa fonction, c'est de nourrir les gens. Et c'est dommage de devoir insister là-dessus, mais il faudra rappeler ça, c'est que quand on parle de résilience alimentaire, on s'intéresse vraiment à comprendre comment notre système a la capacité de nourrir les gens. Aujourd'hui, notre système n'est pas résilient, puisqu'il nourrit mal et il nourrit pas toute la population. Et c'est ça le propos, c'est de dire il faut renforcer la résilience de notre système collectivement, parce qu'aujourd'hui, il ne remplit pas sa fonction correctement. Et surtout, demain, il aura plus de mal à la remplir si on reste dans le même mode d'organisation. On ne peut pas attendre que l'État français ou l'Union européenne mettent des règles suffisamment fortes pour changer notre système alimentaire et agricole. On ne peut pas attendre ça. On peut commencer à faire des choses localement, entre nous et à l'échelle des collectivités. L'agroécologie, elle est un peu au cœur de tout ça, quoi, puisque finalement, elle permet de venir articuler des enjeux donc de gestion de l'eau, de biodiversité, de couverts forestiers et de production agricole, et là-dedans, l'humain ensuite trouve sa place, quoi. Dans la première partie de ce reportage, nous avons cheminé dans la ferme de Noé Guiraud, installé comme producteur de raisins de table depuis 3 ans dans la Drôme, avec ses collègues et amis Assaf et Pauline. Mais le premier métier de Noé, c'est chercheur en économie. En parallèle de ses projets de recherche, il œuvre au sein des Greniers d'Abondance, une association qui s'est fait connaître car sa mission est de diffuser largement les enjeux de la résilience alimentaire ainsi que des outils pour œuvrer dans ce sens. Pourquoi notre système alimentaire est-il de moins en moins résilient ? Comment les élus peuvent permettre aux territoires qu'ils doivent représenter d'être plus robustes au niveau alimentaire ? Quel est le lien entre résilience alimentaire et l'agroécologie ? Et aussi comment devenir paysan a permis à Noé de changer sa posture de chercheur pour le meilleur ? Ce sont ces questions que l'on aborde dans cet épisode. Je m'appelle Opaline et le podcast Agroécologie Voyageuse est mon outil pour donner la parole à celles et ceux qui ont choisi de régénérer un petit bout de cette magnifique planète qui a tant besoin d'être aimée. Il y a autant de manières de faire de l'agroécologie que de paysans et paysannes sur cette terre. Je profite de cette introduction pour te partager ma joie. Nous sommes le 6 mai 2025 et la cagnotte pour la saison 5 du podcast vient de se terminer. Je remercie avec tout mon cœur les 171 donateurs et donatrices qui ont permis de réunir 11 000 € pour financer les 20 prochains épisodes. Tu fais peut-être partie de ces personnes, alors merci beaucoup. Si jamais tu as raté le coche, sache qu'il est toujours possible de faire un don via le lien Tipeee permanent. Tous les liens sont en description de l'épisode. Belle écoute. Bonjour Noé. Bonjour Opaline. Et bienvenue dans le podcast Agroécologie Voyageuse. Alors, je t'ai rencontré grâce à Arnaud, qui fait aussi partie de l'association Les Greniers d'Abondance comme toi. Je connaissais l'asso de loin depuis quelque temps, donc une association qui œuvre pour la résilience alimentaire des territoires. Et j'avais envie de mettre en lumière cette association. Et du coup, Arnaud m'a dit il faut que tu rencontres Noé, qui en plus s'installe en tant qu'agriculteur, producteur de raisins, à Cray, dans la Drôme.
territoire que j'aime beaucoup et que je découvre petit à petit. Déjà, j'ai envie de te demander comment tu te sens ce matin, ici, sur ton terrain. Eh ben, je me sens très bien. Je suis à la veille de commencer la récolte, donc c'est une phase un peu particulière. On a goûté un peu le raisin avant de s'asseoir et voilà, je le fais tous les jours quasiment. C'est une sensation d'être bien à ma place, on va dire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de prendre le temps et de m'accueillir. Et on a goûté du raisin tout à l'heure et je vais repartir avec ma petite grappe et je suis trop contente. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours et pourquoi tu t'es engagé auprès des greniers d'abondance ? Ben oui, avec plaisir. Donc moi, j'ai une formation de géographe et d'économiste. Donc j'ai fait une thèse en économie sur les questions de relocalisation agricole et alimentaire en région PACA. Auparavant, quand je faisais mon master en géographie, je travaillais sur les AMAP. C'était en 2009. Notamment sur toutes les implications, on va dire, géographiques et d'organisation spatiale de ces circuits courts. Et puis et après, j'ai fait 6 postdocs. Donc j'ai travaillé pendant presque 8 ans dans différentes universités sur ces sujets, plus ou moins directement. J'ai pu travailler par exemple au Québec sur l'identité professionnelle des agriculteurs et l'évolution de cette identité face à bouleversement que connaît le système terre, mais aussi des attentes de la société vis-à-vis de l'agriculture. Et puis, à cette époque-là, donc, j'ai travaillé à l'Université Laval à Québec et j'ai découvert l'association Les Greniers d'Abondance par la publication de leur premier ouvrage, Vers la résilience alimentaire. Et en fait, j'ai été marqué par ce sentiment que leur discours faisait le lien entre mes préoccupations environnementales et mes valeurs écologistes et mes sujets de prédilection de recherche, qui étaient les questions relatives au système alimentaire. Et donc très vite, je leur ai écrit, je leur ai dit, je sais pas quoi faire, mais peut-être que je peux vous aider ou contribuer à l'association. Et donc voilà, j'ai mis un premier pied là-dedans par ce biais-là. Et effectivement, j'ai vraiment eu cette sensation de pouvoir mettre au service d'une cause qui est la résilience alimentaire, mais on pourra y revenir sur ce que ça veut dire, de mettre donc au service de cette cause-là mes compétences de chercheur. Et ça a été jusqu'à finalement même faire un postdoc d'1 an ici en Drôme, en lien avec l'association sur les questions de résilience alimentaire en milieu rural et de comprendre qu'est-ce qu'une collectivité rurale pouvait faire ou qu'est-ce qu'elle faisait pour renforcer la résilience de l'alimentation de sa population et en quoi la ruralité était un contexte particulier pour penser ça. Et tout à l'heure, tu partageais le fait que tu as travaillé dans plein de fermes. Aujourd'hui encore, tu as ton projet d'installation à Troyes et tu aides aussi d'autres paysans. Mais est-ce que ta posture a changé du fait de pratiquer notamment l'agriculture au quotidien ? Oui, je pense que c'est une des motivations qui m'ont poussé à finalement arrêter mon activité à temps plein en recherche et me lancer à mon compte pour une activité à mi-temps et dans un projet agricole. C'était de mettre les mains dedans, pour le dire un peu facilement, de mettre les mains dedans, de mieux saisir et comprendre ce que ça représente en fait au quotidien, de produire de l'alimentation. Je fais du raisin, mais c'est du raisin de table, donc c'est pour manger. Moi, je ne fais pas de vin. L'idée, c'est de produire des fruits qui sont vendus à des gens localement au marché, qui le mangent. Et en faisant ça, l'idée, c'était aussi d'apprendre, de mieux comprendre finalement des choses que je brassais intellectuellement
comme l'agriculture durable ou l'agroécologie, transformer notre système agricole et alimentaire avec tout un tas de notions et de concepts que je maîtrise assez bien. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement de le mettre en place à l'échelle d'une exploitation agricole ou à l'échelle d'une communauté ou d'un réseau paysan, puisqu'en fait les choses se font à différentes échelles. Et en fait, depuis que je fais ça, donc c'est il y a 3 ans que j'ai fait ce choix. Pendant 2 ans, j'ai appris ce métier auprès de Christine ici. Et depuis 1 an maintenant, on fait un cycle tout seul, en autonomie. Et en fait, ce que je trouve particulier, c'est que j'ai trouvé une posture d'apprentissage dans le métier d'agriculteur et de paysan. C'est que on est sans cesse en train d'observer, d'imaginer, d'essayer, de demander conseil, d'aller voir d'autres, de lire, d'essayer, d'expérimenter. Et cette posture-là, vis-à-vis d'un sujet comme ça, m'a fait comprendre toute sa complexité et le fait qu'il n'y a pas de recette miracle. Et que, en fait, c'est en mettant les mains dedans, en faisant petit à petit, qu'on comprend un peu mieux comment les choses peuvent se passer et comment on peut faire différemment que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Même individuellement, en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de sortir d'une posture finalement très sachante de chercheur qui fait des conférences, qui écrit des articles, d'experts qui vient dire aux collectivités, vous savez, vous pouvez faire ci, vous devriez faire ça, etc. Bah non, là, en fait, renversement, quoi. Et du coup, j'ai trouvé que ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a remis quelque part à ma place, mais à une juste place. Et d'avoir plus de compréhension aussi vis-à-vis des uns et des autres qui font un peu ce qu'on peut. on fait un peu ce qu'on peut en fait, les uns et les autres. Et de se rendre compte que ce qui fait la force, en tout cas localement, du milieu paysan dans lequel j'évolue, c'est le réseau, c'est le faire ensemble, c'est vraiment toutes ces interactions, ces aides gratuites, ouvertes, généreuses. Enfin voilà, c'est ce que j'ai découvert ici. C'est fou parce qu'en t'écoutant, je me rends compte à quel point moi aussi ma posture a changé. Plus je mets les mains dans la terre et plus je suis en lien avec d'autres paysans et autres, j'ai l'impression d'être plus près du sol et du coup plus en interaction horizontale, un peu comme du mycélium. Et en fait, de juste me dire, je suis une toute petite partie du système, mais quand on est tous en interaction, en fait, on se sent tellement puissant, mais de manière très simple et humble. Ouais, tout à fait. Et de façon joyeuse aussi. Et c'est un apprentissage que j'ai eu aussi c'est la Drôme qui m'a appris ça, on va dire. C'est ce réseau paysan qui font des concerts, qui font des fêtes, pour se réunir, pour être ensemble et qui en même temps luttent et revendiquent. Et waouh, en fait, oui, transformer notre système, ça se fait ensemble et ça se fait avec joie. Et je pense que c'est une vraie... en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri ici, quoi. Donc voilà, un changement de posture et en même temps pas complètement, c'est-à-dire que j'ai gardé une activité de chercheur indépendant à côté. Mais j'aime bien, ça m'offre plus d'équilibre finalement. Et je crois vraiment que de se projeter dans l'agriculture sur des profils comme le mien, c'est-à-dire plus réactifs, où on vient avoir une approche d'agriculture où c'est une activité à un moment donné, ça nous donne un peu plus de distance aussi vis-à-vis du foncier, de la propriété, de rapport aux choses. On s'accroche peut-être moins aussi. Moi, je dis ça fait que 3 ans que je suis là. Peut-être que je dirais les choses différemment dans 20 ans. Mais je perçois et je conçois les choses ici comme quelque chose qui pourrait être transmis ou utilisé par quelqu'un d'autre très facilement, en fait. Et je pense qu'on n'a pas le choix d'aller vers des modèles qui sortent un peu de cette logique d'accumulation au fur et à mesure de la vie et qu'on va transmettre à notre famille, parce qu'en fait on est un peu rendu à une impasse de ce modèle-là en agriculture. Alors à propos d'accumulation, on peut rapprocher ce mot de l'abondance. Petite transition subtilement réalisée, comme tu peux constater. Mais en gros, on est dans une société d'accumulation et pas vraiment une société d'abondance. Du coup, est-ce que tu peux peut-être nous dire
ce que sont les greniers d'abondance et en quoi ça contribue à cette vision dont on vient de parler. Alors, le grenier d'abondance, c'est le nom de l'association vient de bâtiments qui existent toujours aujourd'hui, notamment à Lyon, sur les quais de Saône, qui sont des bâtiments qui étaient construits par les villes pour stocker du grain, notamment, et s'assurer de l'alimentation de la population pour au moins un an. Et en fait, l'association a choisi ce nom pour dire que l'alimentation devrait être d'un intérêt public et on devrait s'en soucier en tant que société d'assurer l'approvisionnement alimentaire de la population. Alors à l'époque, c'était fait dans des visées de paix sociale et il y avait aussi la faim provoquait beaucoup d'émeutes et d'instabilité sociale et économique. Mais aujourd'hui, ça peut revenir, ces choses-là. Et en fait, si on ne veut pas que ça débouche sur ce genre de choses, il faut sortir l'alimentation du secteur privé, parce qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'organisation de notre système alimentaire est aux mains du privé. C'est pas faire du privé le grand mal, c'est juste d'expliquer que si on le fait comme ça, c'est naturel que les intérêts de certains prévalent sur d'autres, et que c'est ces intérêts-là qui vont guider l'organisation de notre système. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, pour faire très court, mais le plus explicite possible, c'est typiquement la distribution de l'alimentation. C'est un des secteurs du système alimentaire qui est très concentré économiquement. Donc on a 4 centrales d'achat qui distribuent à peu près 90% de l'alimentation en France. Donc c'est-à-dire les dépenses d'alimentation des Français sont assurées par 4 centrales d'achat, quoi. Et du coup, on comprend bien que ces 4 centrales d'achat ont un pouvoir économique monstre, à la fois en amont et en aval, dans la définition des contrats, des normes et des prix, etc. Et on comprend aussi que du fait de c'est des principes d'économie, hein, mais du fait de cet oligopole, ils engrangent des gains en fait qui sont assez importants et donc nécessairement ils ont peu d'intérêt à voir évoluer ce système. Donc c'est un verrou. Et ça, c'est un verrou au changement de notre système alimentaire. Et c'est ce qu'on met en avant d'ailleurs dans l'association des greniers d'abondance, dans la deuxième publication qui a été faite par l'association, qui s'appelle Qui veille au grain. Donc finalement, on voit bien que on a un système d'une part qui devrait revenir à notre sens dans le domaine public, au même titre que le logement, que la santé, qui sont beaucoup plus régulés par la puissance publique. C'est une chose, mais aussi de constater que cette organisation-là, aujourd'hui, eh bien, elle est défaillante du point de vue de l'alimentation des gens, puisqu'on a encore beaucoup de gens qui ont des difficultés à s'approvisionner, à acheter une nourriture suffisante, mais aussi de qualité, pour des raisons financières par exemple, et qu'on a une alimentation qui globalement rend malade de plus en plus. C'est pas une petite chose de dire ça, c'est-à-dire que la question de l'obésité et du surpoids, c'est un vrai problème de santé publique et qui s'accroît très vite. Il ne faut pas le minimiser, quoi, parce que c'est vraiment un des effets délétères de notre système actuel. Donc voilà pourquoi l'association a choisi le mot des greniers d'abondance pour s'appeler et illustrer son action. Alors, du coup, j'imagine que ta casquette de chercheur a beaucoup contribué à rédiger à participer à ces documents qui ont été écrits, etc. On en parlait au téléphone au printemps avant que je vienne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des missions de l'association, de son équipe, de comment vous travaillez ensemble, hein, qu'on voit un peu les humains derrière ça, et après on pourra parler un petit peu plus de la résilience alimentaire. Oui, tout à fait. Alors en fait, donc l'association a été co-créée par Félix Lallemand et Arthur Grimont-Pont autour d'un projet de recherche qui menait avec l'ADEME et le Grand Angoulême, et à partir duquel ils ont fait un gros travail de recensement de la littérature sur ces questions de système alimentaire et de résilience alimentaire.
donc, qui a beaucoup contribué à la production de ce premier rapport vers la résilience alimentaire. Et ensuite, à travers l'association, ils ont agrégé autour d'eux tout un tas de bénévoles, alors plutôt avec des profils ingénieurs, ingénieurs agroalimentaires, chercheurs, mais aussi techniciens, et avec du coup tout un travail bénévole de relecture, de compilation, d'aller chercher les sources, vérifier des sources. Donc ça, c'est un premier niveau d'action de l'association. Donc c'est ce qu'on appelle de la vulgarisation en fait. Donc l'idée, c'est de faire un état des connaissances sur le système alimentaire aujourd'hui. Ensuite, le deuxième niveau, ça a été d'essayer d'outiller notamment les collectivités pour les aider à comprendre en quoi elles ont les capacités de faire des actions pour renforcer la résilience alimentaire et contribuer localement à avoir un système plus résilient. Donc là, on a eu un gros travail porté par Lionel Durand et Benjamin Pétard. Je ne me rappelle plus le nom de famille de Benjamin. C'est pas grave. De Benjamin, qui ont monté avec d'autres l'application Crater, donc un site internet en gros qui réunit des statistiques publiques pour qu'on puisse chacun taper le nom de sa commune et se rendre compte sur un certain nombre d'indicateurs où on en est en termes de production agricole, taille des exploitations, nombre d'actifs agricoles, mais aussi consommation de l'eau, consommation de l'énergie, distance pour aller s'approvisionner. Enfin, il y a tout un tas de artificialisation des terres, tout ça. Il y a tout un tas de dimensions qui sont abordées. Et ça aide les collectivités notamment à faire des pré-diagnostics ou des diagnostics sur leur territoire pour comprendre en fait tous les territoires ne sont pas au même niveau et il y a des territoires qui sont plus en difficulté par exemple sur des questions d'artificialisation parce que plus urbains et d'autres qui sont plus en difficulté sur des questions de ressources en eau par exemple parce que plus de pression, plus de sécheresse, etc. Et donc ça a été un gros travail qui est continué avec d'autres autour d'une nouvelle application qui s'appelle Territoire Fertile, qui va avoir une visée plus de sensibilisation, parce que Crater reste quand même assez technique, et à travers Territoire Fertile, en lien avec donc Parcelles, le Basique, Terre de Liens, les Bio, et grâce à la Banque des Territoires, va proposer tout un chemin d'explication de pourquoi notre système alimentaire est vulnérable et défaillant et qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre moins vulnérable et défaillant ou en tout cas le rendre plus résilient. Et donc ça c'est un gros travail qui est en cours aussi. Et puis le dernier niveau d'action de l'association, c'est des conférences. Donc en fait à partir des guides, des contenus de conférences ont été montés qui peuvent faire 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 1h30 et qui sont donnés par des bénévoles qui s'auto-forment à maîtriser le discours et les sources de données et tout ça, et qui permettent d'aller un peu partout en France donner des conférences auprès d'associations, de collectivités, de festivals, etc. Et donc l'idée est toujours le même de venir ramener ces sujets-là, de dire que ce n'est pas juste de l'idéologie, c'est des chiffres, des constats partagés scientifiquement qui nous amènent à pouvoir tenir ce propos-là. Donc voilà, l'association elle a vraiment ces 3 axes d'action. Et je dirais que il y a peut-être pas loin de 200 adhérents, mais il y a peut-être 30 à 40 bénévoles actifs qui contribuent à tout ça, avec des hauts et des bas en fonction de nos vies respectives évidemment, quoi. Donc voilà, on se réunit de temps en temps. On fait des week-ends 1 fois par an où on se réunit collectivement et puis des petites rencontres par territoire, quoi. Après, c'est une association donc, qui est nationale et qui a une activité essentiellement à distance. Ce qui peut aussi être difficile à vivre au quotidien pour les membres, quoi. Alors, tu as parlé de cratères, et en parlant de cratères et des différents indicateurs qui sont intégrés dans l'outil. Donc j'imagine que c'est un outil qui est gratuit, que tout le monde peut utiliser. Oui, c'est accessible en ligne. J'ai pas l'adresse exacte là.
Aïe. Je le mettrai en lien. Ouais, je veux bien que tu mettes, parce que sinon Lionel et Benjamin ils vont me taper dessus. Ouais, je le mettrai dans la Mais description du de coup, l'épisode. allez voir le lien. On mettra aussi le lien de Territoire Fertile qui Ouais. est déjà accessible. Ok. C'est totalement gratuit. Il y a la méthodologie qui est open source, donc vous pouvez aller voir comment les indicateurs sont créés. Il y a eu un comité scientifique pour monter tout ça pour le cratère. Et donc on est preneur de retour en termes d'usagers, si vous êtes une collectivité, si vous êtes une association ou juste un habitant, une habitante. Et donc tout est open source. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'un territoire et par exemple, je suis maire de mon village, ou je suis maire d'une grande commune, ou je suis élu d'un territoire assez précis, et je me dis, tiens, est-ce que mon territoire est résilient, sachant que ce mot, je l'entends partout. Quelles questions je vais pouvoir me poser à travers les outils des greniers d'abondance sur mon territoire pour pouvoir évoluer? Pour préciser peut-être donc, ce qu'on entend par résilience, parce que c'est un terme à la base d'une propriété physique donc qui est la capacité d'un métal de revenir dans son état précédent. Mais c'est aussi une notion en système, en analyse systémique, sur la capacité d'un système à maintenir sa fonction. Donc le terme de résilience alimentaire vient plutôt de cette approche-là, en considérant que le système alimentaire, sa fonction, c'est de nourrir les gens. Et c'est dommage de devoir insister là-dessus, mais il faudra rappeler ça, c'est que quand on parle de résilience alimentaire, on s'intéresse vraiment à comprendre comment notre système a la capacité de nourrir les gens. Aujourd'hui, notre système n'est pas résilient, puisqu'il nourrit mal et il ne nourrit pas toute la population. Et c'est ça le propos, c'est de dire il faut renforcer la résilience de notre système collectivement, parce qu'aujourd'hui il ne remplit pas sa fonction correctement. Et surtout, demain, il aura plus de mal à la remplir si on reste dans le même mode d'organisation. Parce que si on peut reprendre une image pour essayer d'expliquer facilement tout ça, c'est que le système alimentaire mondial est assis sur la branche qu'il est en train de scier. C'est-à-dire que le premier contributeur au dérèglement climatique, c'est l'agriculture et le système alimentaire. Et en même temps, la première victime, c'est l'agriculture et le système alimentaire. Donc en fait, on est clairement en train de se suicider collectivement, pour le dire très brutalement. Mais à partir du moment où on a compris ça, c'est aussi de se dire, ok, la solution est là. C'est en transformant notre système agricole et alimentaire qu'on va être en capacité de rendre notre société moins impactante et en même temps de rendre plus résilient notre société pour nourrir la population. Donc il faut agir à cet endroit-là. Donc ça c'est la résilience. Et donc pour répondre à ta question, donc si je suis maire, par exemple, je vais prendre le territoire sur lequel j'ai travaillé, à Dieulefit. Donc le maire s'appelle Christian Bussat, est un agriculteur éleveur de cochons à la retraite. Donc typiquement, de par son métier, il s'est très vite intéressé à l'état de l'agriculture sur la commune. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus beaucoup de fermes, et que les quelques fermes qui restaient, les gens allaient partir à la retraite, et puis s'en aller. Et donc il s'est rendu compte que sur son territoire, la production ne dépendrait plus il n'y aurait plus de production sur son territoire, et donc il allait dépendre de productions plus lointaines, mais aussi qu'en termes de paysage, ça posait des questions, en termes d'activité, tout simplement, de présence et d'activité. À partir de là, on s'interroge sur finalement la nourriture qui nourrit ma population, elle vient d'où ? Par exemple, sur ce territoire de Dieulefit, autour on a une communauté de communes qui s'appelle Dieulefit-Bourdeau, qui est très agricole, et les maires de l'ensemble de ces communes se sont réunis et ont pu se dire que ce qui faisait identité pour eux, c'était l'agriculture, et qu'ils voulaient préserver et renforcer cette identité-là. Et à partir de là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un atout considérable entre les mains, enfin pas que eux, les maires, mais que ce territoire est très diversifié. On retrouve une grande diversité de production, d'élevage,
de production végétale, de maraîchage et de fruits. Et donc une capacité finalement à se dire cette diversité-là, elle est sécurisante. Parce que s'il se passe quelque chose climatiquement ou économiquement ou géopolitiquement, localement, on peut avoir recours, on peut s'appuyer sur un tissu paysan, mais pas que, artisan aussi, qui est présent. Par exemple, il y a un petit moulin, une minoterie, qui travaille avec des paysans du coin. Alors, typiquement, il est en fragilité économique. Donc, le maire, quand il voit ça, il doit se poser la question. Qu'est-ce que je peux faire pour soutenir ce moulin-là, en fait? Hey, tu sais quoi? Noé est aussi musicien et réalisateur de podcasts, comme par hasard. Je te propose d'écouter un extrait de la série documentaire Plat de résistance qu'il a co-réalisé sur la commune de Dieulefit, la fameuse. Pour écouter le documentaire complet, rendez-vous dans la description de cet épisode. Il y a d'abord un élément qui, moi, me parle beaucoup, c'est que Dieulefit était très agricole, autrefois, il n'y a pas si longtemps. Il y avait une variété, une richesse de la production agricole qui était, quand on parle un peu avec les anciens, qui était une vraie richesse, Et aujourd'hui, il y a quand même vraiment plus beaucoup d'agriculteurs qui sont âgés. Les terres sont plutôt travaillées, on va dire au minimum, l'herbe est coupée, il n'y a pas de friche, c'est pas à l'abandon, mais il n'y a plus beaucoup de richesses produites. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est la conscience que il faut qu'on relocalise, il faut qu'on soit capable à nouveau de produire ce qu'on mange. Alors, pas tout de suite, mais enfin, se remettre dans ce circuit où on savait faire il y a 50 ans, plus personne ne le fait, remettre en route ça. Donc, convaincre les propriétaires, trouver des jeunes formés qui puissent reprendre des terres, restructurer les systèmes de commercialisation, reprendre les choses un peu à la base en disant mais pourquoi les magasins passent par les centrales pour avoir des courgettes ou des tomates alors qu'on est évidemment capable de les faire ici. Des centrales qui sont au bord de l'autoroute, à l'Oriole, qui prennent des camions qui viennent ici, mais qui viennent aussi de Hollande ou du sud de l'Espagne. Et les gens comprennent, en fait. Si on leur explique, les gens comprennent. Les gens se rendent compte. Je pense que le consommateur se rend compte qu'il y a un vrai... À Dieulefit, en tout cas. Alors, au niveau de la communauté de communes, donc nous portons un projet alimentaire territorial, donc qui est issu, de la loi pour l'agriculture et l'alimentation de 2014. Je m'appelle Christelle Harmonie, je suis chargée de mission à la communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux et je suis en charge des questions qui relèvent plus de l'agriculture, de la forêt. Aujourd'hui, nous essayons de travailler collégialement, donc avec les élus, les agriculteurs, les producteurs de l'ensemble de la communauté de communes, artisans, transformateurs, opérateurs agricoles, pour faire en sorte de monter un projet qui soit systémique. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on entre en cohérence entre tous les métiers, tous les acteurs? Comment est-ce que notre territoire peut trouver sa capacité à générer son alimentation, donc à produire, mais aussi consommer localement, transformer et recycler. Savoir si aujourd'hui on a la possibilité de se nourrir localement. Qu'est-ce qu'on produit, en quel volume, en quelle quantité, est-ce que c'est accessible et est-ce qu'il y a une sortie de nos productions du territoire pour aller vers d'autres territoires et qu'est-ce qu'on fait rentrer aussi comme production sur notre territoire. Et puis après, il y a eu évidemment toutes les questions autour de l'usage de l'eau, qui a été particulièrement, particulièrement sensible avec les sécheresses d'il y a 2 ans dont on parlait tout à l'heure, avec des villages qui ont été approvisionnés par citernes, etc. Donc là, pareil, c'est des choses qui viennent allumer des choses chez le maire et qui doit se dire
comment je peux gérer cette situation-là. Pour différentes raisons, il a la responsabilité de le faire. Parce que ça peut créer des difficultés pour ses concitoyens, mais aussi parce que ça peut créer des conflits. Et à partir de là, il doit se mettre d'accord avec d'autres communes, avec l'agence de l'eau, avec la préfecture, avec tout un tas d'acteurs. Et on rentre en action sur ce genre de choses. Donc là, typiquement, dans la baie de la Drôme, il y a un plan sur l'eau qui est en train d'être mis en place pour anticiper ce type d'événements à venir. Et en fait aussi, ce qu'il faut voir, c'est que les gens sont déjà en action à tout plein d'échelles. Donc voilà. Après, ce qui était important pour l'association, c'était de dire, on ne peut pas attendre que l'État français ou l'Union européenne mettent des règles suffisamment fortes pour changer notre système alimentaire et agricole. On ne peut pas attendre ça. On peut commencer à faire des choses localement, entre nous et à l'échelle des collectivités. Mais ça ne veut pas dire que tout repose sur eux. Et en fait, il faut aussi continuer à rabâcher ces questions-là et avoir un lobby à ces échelles-là, parce que ils ont un impact beaucoup plus fort que ce qu'on aimerait, mais ils ont un impact. Donc voilà. Ce podcast s'appelle Agroécologie voyageuse, donc le lien avec l'agroécologie, tu l'as fait, puisque déjà, il n'y a pas d'agroécologie sans agriculteurs, donc il faut avoir des fermes qui nourrissent un territoire. L'agroécologie peut se raisonner à différentes échelles, à l'échelle d'une ferme, à l'échelle de plusieurs fermes, d'un village, de jardins, même, sans parler de ferme, on peut créer de la résilience alimentaire avec les 10 millions de jardins qu'il y a en France. Et tu as parlé de l'eau aussi. Du coup, ça c'est super important, c'est que les communes, les élus et nous toutes et tous, on doit réfléchir à la résilience alimentaire jusqu'à la fertilité des sols et à l'eau et à la biodiversité aussi, quoi. Ce qui est génial, c'est que tout est lié en fait. Et typiquement sur l'eau, on entend de plus en plus cette phrase-là de dire il faut cultiver l'eau. Et donc à travers l'agroécologie, c'est des techniques et des principes à mettre en place qui vont dans ce sens-là. Des sols qui sont en capacité de récupérer l'eau, de la faire se pénétrer, de la retenir, mais aussi une végétation qui est capable de maintenir une humidité, voire de permettre d'avoir un effet météo en fait localement beaucoup plus fort que ce qu'on pense, en termes de climatisation en fait végétale. Et donc toutes ces questions-là, elles sont de plus en plus travaillées. On a la chance dans la Drôme d'avoir plein d'assos qui bossent sur ces questions-là. Je pense à l'ADAF, l'association drômoise d'agroforesterie. Je pense à l'association l'Hirondelle au Champ, qui travaille vraiment sur la biodiversité à l'échelle des fermes. Je pense aux alvéoles, je pense à Permalab, je pense à pas mal de structures qui vont mettre en œuvre des principes d'agroécologie et montrer que ça fonctionne. Et qui commencent à l'échelle de... Alors je parle tout le temps d'échelle, je suis désolé, c'est ma déformation de géographe, mais en fait tout se passe à plusieurs échelles. Et donc commencer à l'échelle des exploitations, puis globalement des bassins versants, puis des communes, etc. quoi. Donc ça doit se jouer à ces échelles-là, quoi. Et donc l'agroécologie, elle est un peu au cœur de tout ça, quoi, puisque finalement elle permet de venir articuler des enjeux donc de gestion de l'eau, de biodiversité, de couverts forestiers et de production agricole, et là-dedans l'humain ensuite trouve sa place, quoi. Mais en fait notre place, elle nous est donnée par tout ça. Quand je pense à agroécologie, je pense vraiment à cette phrase de faire avec et pas contre la nature, surtout en agricole, et que ça prend du temps. Il faut accepter de prendre des risques, accepter qu'il y a une part qui va à la nature. Comme je le disais, les guêpes, les geais viennent manger le raisin. Voilà. Je mets quand même une clôture électrique parce que sinon les blaireaux et les chevreuils mangeraient tout le reste. Mais c'est ça, c'est accepter ça, et c'est un changement de regard, quoi, aussi, qui se joue par l'agroécologie, je pense.
C'est super ce que tu dis parce qu'en fait, je me rends compte que quand je fais des conférences et des ateliers sur l'agroécologie, en fait, ça me donne encore plus envie d'en faire auprès des élus et de n'importe qui, hein. Mais les élus sont super importants parce que l'échelle du village est vraiment la plus facile à accéder, je trouve, pour tout un chacun qui ont besoin de s'impliquer très localement. Et du coup, d'utiliser le kit des greniers d'abondance, de faire fouiller un peu plus dans votre bibliographie pour intégrer ça dans mes ateliers, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, après, la conférence des greniers, typiquement, souvent on nous dit qu'elle est un peu plombante. Parce que, ben oui, on dit quand même pas mal de faits chiffrés qui voilà, qui font pas, qui rendent pas les choses très joyeuses. Mais il faut voir là-dedans la capacité d'agir qui est présente dans ces constats. Et comme tu dis, à l'échelle locale, ça nous rend plus capacitants, ça nous rend aussi plus proches les sujets. Typiquement aujourd'hui, si on prend l'exemple de l'alimentation, ce qui est particulier, c'est que ce qu'on mange est très distant de nous. On n'a aucune idée par quelles mains ça passe, par quels objets ça passe, par quelles pratiques ça passe. On ne sait pas d'où viennent tous les ingrédients, on ne sait pas tous les ingrédients qui sont dedans. On peut lire sur l'étiquette, mais on comprend. Enfin, on n'a plus l'accès à la conception. Et c'est vrai que c'est assez... le vent se lève. Comment dire Moi ça fait partie de mes batailles un peu, c'est de rendre visible l'alimentation. Je crois pas que ce soit un retour en arrière que de la remettre au cœur de nos vies en fait. Mais je pense que ça nous aiderait à mieux prendre en considération les impacts qu'on ne voit pas. On parle de coûts cachés notamment, mais tout un tas d'impacts qu'on ne maîtrise plus. Et en fait, en rapprochant tout ça de nous, on fait mieux le lien entre le paysage qu'on aime bien quand on va se balader et comment on mange. Parce qu'en fait, ils sont très liés les deux. On arrive à la fin de ce podcast et le vent se lève, les mouches nous entourent. On a une magnifique vue sur la vallée de quoi d'ailleurs ? Là, on voit la vallée de la Drôme qui rejoint le Rhône et en face, c'est l'Ardèche, les montagnes au loin. Voilà. C'est quand même assez rare d'enregistrer des podcasts dans des environnements pareils. J'ai 2 questions du coup. L'avant-dernière, c'est... tu parlais du choc, du constat des chiffres et de l'action. Moi, je pense qu'il y a une autre étape avant, c'est d'accueillir les émotions qui sont là. Toi, comment tu fais quand... alors j'imagine que tu as vécu plein d'étapes en fonction de ce qu'on apprend en fait sur l'état de notre monde. Mais est-ce que tu as un conseil à donner pour ou un partage d'expérience sur comment accueillir les émotions liées à l'état du monde et de notre système alimentaire? Ça fait un peu écho à ce dont on parlait tout à l'heure où on disait qu'il y avait une part d'anxiété qui pouvait être vécue face à ces constats. Je disais qu'il y avait aussi possibilité de vivre ça un peu sous forme de rage parce qu'il y a beaucoup d'injustice et d'inégalités. Je sais que moi je l'ai plutôt vécu sous cet angle-là, ce qui m'a amené à m'engager beaucoup plus tôt, quand j'étais plus jeune, sur des approches plus radicales, plus libertaires, et notamment dans les villes où j'habitais. Je crois qu'une part de la solution pour moi, c'est d'accueillir ces émotions, comme tu dis, avec d'autres, pas tout seul, et de trouver et d'accepter qu'en fait on peut faire des petits bouts de trucs, mais que c'est déjà énorme en fait, et que se mettre en action, c'est le principal. Ce que je te disais aussi dans la vigne, c'est que moi, je me suis rendu compte, c'est que j'ai suivi un élan en me lançant sur cette vigne et en m'installant ici. Si j'avais dû prendre le recul au moment de le choisir et de cocher un peu les cases de la situation idéale que j'aurais aimé pour m'installer, je ne l'aurais pas fait. Je ne me serais pas installé. J'aurais pensé qu'il manquait plein de choses, de l'eau, que je ne pouvais pas habiter sur place, que... Voilà. Et
Et en même temps, aujourd'hui, je suis rendu à un endroit où je ne pouvais pas imaginer. Et je suis très heureux d'être là. Et donc, en fait, un de mes conseils, c'est de pas s'inhiber soi-même par nos représentations ou des fantasmes qu'on peut avoir aussi vis-à-vis d'un monde idéal, autonome, diversifié, etc. On voit plein de belles images, on voit plein de beaux textes ou de beaux témoignages, mais en fait, on peut commencer à plein d'endroits différents et voilà. Je trouve qu'il ne faut pas se bloquer soi-même et que je crois qu'il y a beaucoup de freins qu'on se met tout seul des fois. Et une fois qu'on rentre dans l'action ou qu'on rentre dans une initiative, et ben on fait des rencontres, on rencontre des problèmes et du coup on essaye de les solutionner et on vit des expériences et on vit nos émotions et on est actif et on subit plus. Et je crois que c'est surtout ça qu'il faut arriver à vivre. C'est de sortir d'une situation où on subit beaucoup de choses aujourd'hui. Mais ça, je pense que c'est global, c'est pas que autour de l'alimentation et de l'agriculture, mais Et pour finir, où est-ce qu'on peut te suivre, te contacter les greniers d'abondance et puis je te laisse le micro pour le mot de la fin si tu as envie de partager un dernier message. Alors, les greniers d'abondance, il y a le mail de contact sur le site et ça répond très bien derrière. On a Cécilia qui est salariée à mi-temps et qui permet à l'asso d'avoir un suivi, de répondre aux sollicitations. Elle fait un super boulot. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On est un peu présent sur les réseaux sociaux. On essaye. C'est pas évident en tant que bénévole de faire vivre des réseaux sociaux, mais il y a quand même un gros boulot qui est fait, notamment par Arnaud, que je vous invite à aller voir à Terre Humanisme, qui fait un super boulot aussi là-bas. C'est vraiment chouette. Moi, j'aime bien y aller régulièrement. Voilà. Et puis, moi, on peut me contacter aussi sur LinkedIn, par exemple, où je suis présent. Ou par mail, quoi. Voilà, j'ai une activité de chercheur indépendant, donc je mène des petits projets. Après, je tiens à maintenir mon mi-temps, donc voilà, je multiplie pas trop les projets. Et puis, un mot de la fin. Mettez-vous en action, mettons-nous en action, et puis va voir Félix, il a plein de super choses à dire aussi, et puis rejoignez l'association, on s'éclate bien. On se voit au moins une fois par an, voire plus si vous êtes dans des coins locaux. On a des petits groupes par région. Voilà, et puis il faut pas se laisser abattre, quoi. Je pense que on a moyen d'agir à plein de niveaux. Et puis malgré tout, en fait, le changement, c'est pas une option. Donc il va advenir, mais voilà, il vaut mieux ne pas attendre et commencer, quoi. Merci Noé. Merci à toi, Opaline, d'être venue jusqu'à moi. Et voilà, ce reportage avec Noé est terminé. Tu trouveras des photos et ressources supplémentaires sur le compte Instagram Agroécologie Voyageuse et mon blog Medium. Je t'invite maintenant à prendre quelques secondes pour intégrer ce que tu viens de vivre avec cet épisode avant de continuer ton rythme de vie sûrement trépidant. Nous allons faire ensemble 3 cycles de respiration par le nez en comptant jusqu'à 5 à l'inspire et jusqu'à 5 à l'expire. Allez, c'est parti. Inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5. Alors, comment te sens-tu ?
Ça peut peut-être faire un petit peu bizarre de faire cette pause si tu n'y es pas habitué. Si cet épisode t'a inspiré, tu peux m'envoyer un petit mot par mail sur Instagram ou LinkedIn. Tu peux aussi envoyer cet épisode à 3 personnes qui pourraient être nourries par son écoute. Si tu connais quelques élus sur ton territoire, ce serait super de leur partager aussi. Ce podcast peut rester indépendant grâce aux dons. Alors si tu t'es senti enrichi à son écoute, je t'invite à apporter de la richesse financière au projet pour lui permettre de perdurer. Tous les liens évoqués ici sont en description de l'épisode. À bientôt et pense à mettre les mains dans la terre régulièrement. Elle en a bien besoin et toi aussi.